Bien, bonjour, merci de votre présence nombreuse, ça fait vraiment très plaisir. On est vraiment, une fois encore, très, très heureux de vous retrouver. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent en visioconférence. Et donc, bien, on recommence l'année avec la publication de l'année stratégique, 33e édition, donc elle s'inscrit dans le temps long. C'est la 33e édition de l'année stratégique qui est un peu à la base de la licence de l'IRIS. Et nous sommes là, une belle brochette à y avoir participé. Et on va donc dérouler un peu cela et répondre à vos questions. Je vais commencer. Sylvie va me remplacer. Je dois partir à court de réunion et Sylvie dirigera les débats par la suite. Et donc, l'idée, c'est de débattre avec vous et de marquer cette rentrée dans une France dans laquelle on peut reprendre des cours en présentiel, des réunions en présentiel, et on espère qu'on ne sera pas atteint en plein vol comme il y a 2 ans. Et donc, nous ouvrons l'année par les stratégiques, mais comme vous l'avez vu, contrairement à ceux qui disent que la géopolitique n'existe plus, on a vu que non seulement la géopolitique n'a pas pris sa retraite, mais même qu'elle ne prend pas de vacances. Puisque le 15 août, au plus fort du creux de l'État, il s'est passé quelque chose qui était à la fois prévisible, on en parle déjà un peu dans les stratégiques, on ne pouvait pas me fixer une date, mais le fait que l'Afghanistan tombe aux mains des talibans était quelque chose qui était dans les tuyaux, que ça se fasse aussi rapidement. Je crois que cela a surpris tout le monde, certainement du Pentagone aux talibans. Et donc, c'est effectivement un choc mondial, enfin, dont l'onde de choc continue à se faire. Alors, il y a bien sûr des répercussions pour la société afghane, mais également dans les rapports de force internationaux. Et ceci, bien sûr, interroge la puissance américaine. Est-ce que les États-Unis, dont on notait le retour en force, c'est un peu l'empire contre-attaque avec Biden, alors pas au sens agressif, mais au contraire, Joe Biden montrait un activisme diplomatique avec pour objectif majeur de rassurer les alliés européens, rassurer les alliés asiatiques, essayer de monter en Asie-Pacifique une coalition anti-chinoise, rassurer les alliés au Proche-Orient, oui et non, parce qu'il avait quand même émis le signal de vouloir s'en désengager et les premiers signaux envoyés aux Saoudiens n'ont pas été vécus comme étant très sympathiques par les Saoudiens, parce qu'il s'agissait de dévoiler, enfin en tous les cas, de déconfidentialiser les éléments sur l'assassinat de Jamal Khashoggi, mais sans aller pour autant jusqu'à l'extrême qui aurait été la mise en cause du prince héritier de l'Arabie saoudite. Mais en tous les cas, rassurer les alliés, et là, avec l'abandon de Kaboul, eh bien, effectivement, les alliés qui commençaient à être rassurés, qui voyaient qu'il y avait de nouveau un patron dans l'avion, America is back, ne cessait de marteler Joe Biden. Il y a eu une succession, sommet de l'OTAN, sommet du G7, sommet du G20, où il voulait effectivement bien montrer ce retour. Et finalement, eh bien là, on revient un petit peu à une situation de doute. Les Européens qui avaient commencé à réfléchir sur l'autonomie stratégique en cas de comme un plan B, puisque Trump ne cessait de dire que l'OTAN était obsolète et qu'il ne fallait pas compter sur la garantie américaine, que l'article 5 du traité de l'OTAN ne lui inspirait pas grand-chose. Et donc, les Européens commençaient un petit peu à s'organiser et à travailler sur l'autonomie stratégique. Ils ont poussé un ouf de soulagement en voyant Biden arriver, en disant, bah, finalement, ce n'est plus la peine, on va revenir au bon vieux temps comme avant. Et ceux qui disaient, attention, le bon vieux temps comme avant n'existe peut-être plus, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau Trump. Mais de toute façon, structurellement, les États-Unis ne peuvent plus garantir la protection et s'éloignent un peu plus de l'Europe. Et donc, effectivement, on peut dire que cet abandon soudain de l'Afghanistan par Biden est venu peut-être jouer la seconde lame pour les débats sur l'autonomie stratégique européenne, même si on sait qu'ils sont longs, mais je laisserai Edouard plus élaborer sur ce sujet. Mais en fait, cet abandon de l'Afghanistan, est-ce qu'il était possible de faire autrement? Je ne le crois pas. Les troupes américaines auraient pu rester 5, 10, 20 ans. La guerre était perdue depuis longtemps. La guerre était perdue depuis longtemps. Obama n'a pas su résister au Pentagone lorsqu'en 2009, il voulait déjà se retirer, parce que lui, comme jeune élu d'un État, s'était opposé à la guerre d'Irak avec courage et lucidité. Il n'a pas eu ce courage et cette lucidité une fois qu'il a été élu président pour dire non, on fout le camp d'Afghanistan parce que cette guerre n'est pas gagnée. Au moment même où Biden, qui était vice-président, lui plaidait pour un retrait dès 2009.
Et donc Obama ne l'a pas fait. Trump a mis les choses en route, mais il n'y a pas procédé non plus. Et donc, une fois encore, la guerre aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Je ne vois pas comment elle aurait pu être gagnée. Les guerres de contre-insurrection ne se gagnent pas. Depuis Napoléon en Espagne, on aurait dû le comprendre. La liste et la litanie, la liturgie des guerres de contre-insurrection perdues est longue. Et en fait, elles l'ont pratiquement toutes été, à l'exception de la guerre britannique en Malaisie dans les années 60, mais pour des raisons très particulières. Et donc, en fait, eh bien, Biden a pris la seule décision qui peut être prise. Et même si ce que Obama appelait le blob, la communauté stratégique, ceux qui commentent les événements, à Washington est très remonté contre lui, moi je pense que les électeurs américains sont très contents et que la débâcle que l'on a vue à Kaboul est plutôt venue conforter l'idée selon laquelle il fallait à tout prix sortir de ce bourbier, pour ne pas employer un autre terme, et que le plus tôt serait le mieux. Alors on dit aussi qu'il aurait pu un peu attendre. C'est vrai qu'il aurait pu annoncer le retrait et le préparer et commencer à évacuer les Afghans qui voulaient l'être, les forces américaines, après avoir annoncé le retrait. Mais s'il avait fait ça, on l'aurait accusé d'avoir lâché le gouvernement afghan et d'avoir aussi accéléré la défaite et l'arrivée des talibans. Donc, ce n'est pas une meilleure solution. Je pense que, très honnêtement, Biden n'avait pas d'autre solution que ce qu'il a fait. Alors, bien sûr, les images ne sont pas agréables, les images d'une débâcle ne sont pas bonnes, mais il y a quand même eu finalement un pont aérien qui a été fait avec 110 000 ou 120 000 Afghans qui ont pu être évacués. Et la réalité, c'est que les restes, quelles que soient les promesses qui ont été faites à leur égard qu'on allait s'occuper d'eux à partir de Doha, de Paris, de Washington, les autres ont été abandonnés, tout simplement, avec un certain cynisme. Mais pourquoi? Parce que quel est, et on en parle aussi beaucoup dans cette année stratégique, quel est le grand débat pour les Américains? C'est l'hostilité à la Chine. L'Afghanistan n'est pas dans l'intérêt stratégique américain. Ils y sont allés pour donner un avertissement aux Afghans, pour se venger du 11 septembre, ils étaient en état de légitime défense à l'époque, mais l'Afghanistan ne fait pas partie des intérêts stratégiques américains, pas plus que le Vietnam en faisait partie. Et donc, l'Afghanistan a coûté moins cher en vie humaine pour les Américains parce que ce n'étaient pas les conscrits qu'on envoyait, donc ça suscitait moins de débats, c'était moins présent dans la société américaine que la guerre du Vietnam ne l'était, mais donc ça n'est pas un intérêt stratégique prioritaire pour Washington. L'intérêt stratégique prioritaire pour Washington, c'est Pékin. Et là, il y a vraiment un accord non seulement entre Biden et Trump et Obama, mais un accord bipartisan largement répandu entre démocrates et républicains et entre la communauté stratégique et le public américain aussi. Donc autant le public américain est favorable à l'arrêt des guerres, contrairement aux experts, contrairement à la communauté stratégique, autant experts et publics sont d'accord pour dire que le prochain défi, c'est Pékin, et que finalement, l'Afghanistan venait divertir de l'effort principal à faire, et qu'il fallait plutôt reconcentrer cet effort sur Pékin. Le problème, c'est qu'en se retirant de l'Afghanistan, eh bien, les alliés sont moins rassurés et qu'il faut à la fois se débarrasser de ces boulets que sont des guerres qui ne se terminaient pas, et au moins Biden aura le mérite historique d'avoir mis fin à la guerre, et c'est ce qui restera certainement, mais en même temps, ça n'a pas rassuré les alliés, et effectivement, du côté de Pékin, on envoie des messages à Taïwan en disant, vous voyez, si vous comptez de façon sûre et certaine sur une garantie américaine pour votre sécurité, eh bien, rappelez-vous de ce qui s'est passé à Kaboul. Sauf que Taïwan est plus un intérêt stratégique plus grand pour les Américains que ne l'est l'Afghanistan, et sauf que l'Europe est aussi d'intérêt plus grand que ne l'est l'Afghanistan. Mais en tous les cas, nous avons un retrait américain et surtout, on a bien eu, pour ceux qui en doutaient encore, que les promesses de multilatéralisme ne se traduisent pas toujours par des actes de multilatéralisme, puisque les Américains sont partis d'Afghanistan, mais il n'y avait pas que, il y avait l'OTAN. C'était l'OTAN. L'OTAN a perdu une guerre. L'OTAN qui a fait deux guerres dans son existence, contre l'ex-Yougoslavie et contre les talibans, eh bien, on a gagné une, oui, bon, et on a perdu une autre. Et les Américains n'ont pas réellement informé et encore moins consulté les alliés européens avant de prendre la décision de partir pour leur intérêt national. Donc, on voit bien là les limites du multilatéralisme, y compris par un président ouvert. Et c'est
plus que le retrait d'Afghanistan, c'est plutôt, je pense, pour les Européens, ce qui va être retenu, c'est les conditions dans lesquelles il s'est fait, du fait que, eh bien, quand ça chauffe vraiment pour les États-Unis, eh bien, l'Europe n'est pas vraiment un objet à consulter, ni même à informer. Et donc, on va se lancer cette année de nouveau dans l'accentuation de la lutte entre Pékin et Washington, qui se durcit avec un durcissement mutuel. Les États-Unis durcissent le ton. Alors, Biden ne va pas dire, comme l'avait dit Mike Pompeo, il faut s'allier aux Européens pour remettre la Chine à la place qui lui revient, parce que les Chinois n'apprécient pas tellement ce type de déclaration et ils estiment que la place qui leur revient n'a pas à être déterminée par les États-Unis et que ce n'est pas la meilleure façon, effectivement, d'ouvrir une relation. Mais on voit bien qu'il y a un durcissement à Pékin. Mise au pas des géants du net, dont Jack Ma. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait qu'il supprime, qu'il change le statut fiscal des sociétés d'éducation à domicile qui font d'immenses profits et qui perturbent un peu le développement et l'équilibre des adolescents chinois? Je n'en suis pas certain, mais on voit bien sur bien des points que Xi Jinping veut que son autorité ne soit pas reniée, et le fait que l'on apprenne à l'école la pensée Xi Jinping euh, est quand même un retour vers le passé auquel on pensait ne pas avoir lieu, puisque. Bon. Mais en même temps, force est de constater que les citoyens chinois ne sont pas tout à fait mécontents, mais la Chine va avoir un problème cette année, c'est son vaccin qui ne fonctionne pas. Et donc, si vous voulez aller voir la muraille de Chine, bah, l'an prochain sera plutôt en visio que directement. Et donc là, la Chine a cette difficulté par rapport à sa diplomatie du vaccin qui avait suivi celle du masque, parce que les vaccins arrivent, mais ils ne servent pas à grand-chose. Et donc, le fait que la Chine soit toujours obligée de confiner dès qu'il y a quelques cas de Covid qui apparaissent et donc ne s'ouvre pas à l'étranger, alors que la Corée va bientôt s'ouvrir, et que d'autres pays asiatiques est plutôt là une pierre dans le jardin chinois par rapport à des États-Unis. Alors, bien sûr, l'épidémie aussi reprend, mais parce que les citoyens américains, les complotistes sont assez peu pro-vaccin, donc effectivement, le public de Donald Trump ne va pas aller tellement se faire vacciner, donc du coup, la pandémie peut reprendre et du coup, ça va atténuer le succès de Biden qui voulait faire du succès contre le Covid-19 un moment de succès, un grand moment de succès pour lui, mais donc cela va être encore, et donc les épisodes, le monde et les affaires stratégiques vont être encore grandement rythmées l'année à venir, comme elles ont été l'année suivante, par le duel entre Pékin et Washington, dont nous devons nous déterminer en tant que Français, en tant qu'Européens, si nous devons forcément être alignés sur un partenaire naturel qui serait bien sûr les États-Unis, ou si nous ne pouvons pas faire valoir des intérêts purement nationaux et régionaux, et qu'on n'a pas, peut-être pas forcément, parce que le, le, les Américains mettent beaucoup la question des droits de l'homme pour s'opposer à la Chine. Mais très honnêtement, lorsque Nixon et Kissinger vont signer une sorte de pacte non écrit avec Pékin, la Chine n'est pas une démocratie ouverte et libre, et donc le régime est bien pire que le régime que l'on voit aujourd'hui. Donc on voit bien que la question des droits de l'homme pour exister n'est pas la motivation première des Américains, que la motivation première, c'est la lutte pour la suprématie mondiale, et que la lutte pour la suprématie mondiale n'est pas l'affaire des Européens, puisque nous y avons, nous, renoncé depuis longtemps. Nous voulons éventuellement, pour certains d'entre nous, être une puissance globale. Nous voulons exister, nous voulons que nos choix soient déterminés par nous-mêmes et pas par d'autres, mais nous ne voulons pas imposer et être à la tête du monde comme les États-Unis. Et nous ne pensons pas qu'il s'agit d'une descente vertigineuse si notre PIB est doublé par le PIB chinois, puisque pour la France, c'est fait depuis longtemps. Voilà, pour planter un peu le décor, et je vais tout de suite passer la parole à Edouard Simon et la présidence de la table ronde à Sylvie. Merci beaucoup, Pascal. Bonjour. Et c'est un plaisir de pouvoir intervenir devant une salle comble. Ça faisait longtemps. Donc, il y a une petite émotion pour moi de prendre la parole ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne dirais pas que l'Europe est à un moment charnière de son histoire, parce que c'est la tarte à la crème de l'analyse sur l'Europe. Mais
Par contre, il me semble que ce qu'il faut voir, c'est que l'Europe a dû et doit faire face à deux types de défis qui sont particulièrement critiques pour elle, qui sont en fait deux types de contradictions auxquelles elle doit faire face. Elle doit faire face à ces deux contradictions. La première est interne, la seconde est externe. Premier défi interne, première contradiction sur son mode de développement dans un monde post-Covid. La crise de 2007 et celle de la zone euro avaient déjà montré les faiblesses d'un mode de développement et les contradictions d'un modèle de développement qui était basé avant tout sur la mise en concurrence de modèles de développement économique nationaux, de modèles sociaux, de modèles fiscaux. Et ce qui est clair pour autant, c'est que s'il n'y avait pas eu cette crise de 2010, si on ne s'était pas écharpé comme on s'est écharpé en 2010, si on n'avait pas mis en place les mauvaises solutions qu'on a mis en place en 2010, on n'aurait pas pu apprendre de nos leçons et très probablement, on se serait pris un mur en 2020-2021. Or, les Européens, et ça c'est une bonne nouvelle, ont appris de leurs leçons et n'ont pas reproduit les erreurs qu'ils avaient faites, qu'ils avaient commises au début des années 2010. Le récit politique déjà des crises est très différent, alors qu'on avait un récit sur l'aléa moral, sur la culpabilité des pays du Sud. On est sur un récit qui a évacué complètement cette question, qui est basé sur la solidarité, qui est basé sur l'unité européenne. Bien sûr, ces crises n'arrivent pas exactement au même moment. Depuis 2010, on a eu l'Ukraine, on a eu Trump, on a eu le Brexit, autant d'appels à l'unité européenne qui donc forcent les Européens à se repenser sur les limites de leur modèle de développement interne et donc sur la promesse qui est une promesse fondatrice pour les Européens, c'est celle de la prospérité partagée. On a oublié le partager dans la promesse de prospérité. Aujourd'hui, on retrouve cette exigence de prospérité partagée. C'est tout le sens du plan de relance qui a été lancé, qui a été adopté en 2020. C'est celui de pouvoir s'attaquer à ces faiblesses structurelles, puisque le plan de relance de 2020 ne se limite pas à contrer les effets de la pandémie, mais s'attaque aux faiblesses structurelles de chaque économie et a pour vocation de provoquer ou en tout cas de contribuer à retrouver un mode d'articulation plus harmonieux entre les différents modèles européens. Du coup, la solution qui a été mise en place, elle est très différente. On a donc ce grand plan de relance qui a pris du retard. Et ça, je pense que c'est ce qui a marqué l'année 2021. C'est l'Europe a été rattrapée par ces vieux démons technocratiques. Il nous a fallu énormément de temps pour voter, pour adopter, pour mettre en place, parce qu'on commence seulement à mettre en place, à mettre à disposition des États membres le plan de relance. Mais ce n'est pas en soi un drame, puisque ce plan de relance, c'est un plan qui est là pour préparer le long terme et qui n'est pas là pour répondre exactement à la crise. Il y a des outils qui ont été mis en place, des outils monétaires, des outils aussi de financement pour les entreprises qui ont été mis en place au niveau européen pour permettre de passer le cours de la crise. Là, aujourd'hui, ce qu'on prépare avec le plan de relance, c'est la croissance des 20, 30, peut-être 40 prochaines années. Et c'est là-dessus que s'est concentré ce plan de relance. Alors, est-ce qu'on a vécu un moment hamiltonien, comme l'ont dit un certain nombre d'observateurs anglo-saxons? C'est le Financial Times qui en a parlé pour la première fois. Alors, c'est quoi un moment hamiltonien? C'est ce moment dans l'histoire des États-Unis où on a eu une véritable fédéralisation. C'est le début de l'État fédéral américain. Alors, est-ce qu'on assiste aujourd'hui au début d'un État fédéral européen? Bien sûr, il est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question. Et le vecteur central, d'une part, on n'arrivera, à mon sens, pas à la création d'un État fédéral européen. Est-ce qu'on ira plus loin vers une fédération des États européens, plus loin vers une intégration européenne? Tout dépendra des résultats de ce plan de relance. C'est bien d'avoir réussi à dégager 750 milliards d'euros. Maintenant, tout dépend de la manière dont on va dépenser cet argent. Si cet argent est gaspillé, on n'arrivera pas à convaincre les électeurs néerlandais, les électeurs allemands, les électeurs finlandais que ce plan de relance avait un sens. Donc, il faut donner aujourd'hui un plan de relance et ça, c'est le premier défi, c'est un des deux défis principaux auxquels les Européens, l'Union européenne est confrontée. Le second défi, il est externe. La seconde contradiction, elle concerne notre rapport au monde. Et c'est la grande interrogation, c'est est-ce que les Européens sont capables d'atteindre une certaine autonomie stratégique? Et par certaine autonomie stratégique, ça peut varier d'une faible autonomie stratégique à une très grande autonomie stratégique. Donc, il y a
50 nuances de gris sur cette question. Alors, le contexte international, c'est d'abord le contexte international qui force les Européens à se poser cette question. C'est la complexification de la notion de puissance, qui n'est plus seulement une notion qui s'exprime avant tout en termes militaires, mais qui de plus en plus s'exprime en termes économiques, en termes technologiques. C'est aussi la marginalisation du multilatéralisme qui place les Européens face à une réalité, à un monde qui est compliqué. Le multilatéralisme, c'est confortable pour les Européens. Ça nous laisse le temps, à nous 27, de trouver un point d'équilibre entre nous, parce que le multilatéralisme, ça prend du temps. Dans un monde où les puissances sont de retour, où les politiques de puissance sont de retour, le temps se raccourcit très clairement, très nettement. Et ça, c'est un désavantage très grand pour une structure aussi rigide, aussi complexe que l'est l'Union européenne. Et donc, on va devoir aller vers une simplification, une optimisation de notre manière de fonctionner et aussi de la manière dont on articule nos différentes politiques externes, que ce soit politique étrangère, que ce soit politique commerciale, politique de développement, politique climatique également. Il va falloir qu'on aille vers plus de cohérence. La question, elle est donc beaucoup plus large. La question de l'autonomie stratégique, elle est donc beaucoup plus large que les seuls enjeux de défense, même si les enjeux de défense sont au centre de cette préoccupation. Et d'ailleurs, c'est une partie de la réponse à la question précédente. C'est parce qu'on veut construire cette autonomie stratégique européenne qu'on va s'attaquer, qu'on va repenser notre modèle de développement. C'est aussi pour s'attaquer à la crise climatique, c'est aussi pour pouvoir gérer la transition numérique, mais c'est notamment pour se dire, OK, comment est-ce qu'on maîtrise notre prospérité dans le futur en développant des filières industrielles, des filières technologiques qui sont souveraines sur le sol européen. Et c'est là où on va avoir, c'est dans ces domaines où on va avoir le plus de progrès sur la notion d'autonomie stratégique européenne. Et d'ailleurs, c'est dans le domaine de la politique commerciale qu'on trouve la définition la plus convaincante de ce que peut être et de ce qu'est l'autonomie stratégique européenne. C'est la gestion stratégique des dépendances. On n'ignore pas les dépendances qui existent, on n'essaye pas de les annuler, on ne sera jamais indépendant, mais on veut d'abord savoir envers qui et sur quoi on est dépendant, et ensuite on veut décider si on est dépendant, un peu, beaucoup, pas du tout, de qui et sur quoi. La question, je vous ai dit, ça ne concerne pas uniquement les questions de défense, mais on ne doit pas perdre la défense dans l'histoire. Et ça, c'est l'enjeu principal sur cette notion d'autonomie stratégique européenne, c'est que la défense ne doit pas disparaître, et c'est le risque principal qui existe au niveau européen, où on a tellement tendance à dilater les sujets qu'on en oublie le point de départ. Et c'est un vrai enjeu. Et c'est là où l'Afghanistan arrive comme un double rappel pour les Européens. Un double rappel d'abord sur les relations avec les États-Unis et ensuite sur un double rappel par rapport à eux. Sur les États-Unis, ça a été un réveil assez amer pour les Européens. Et c'était surtout une mise au point très claire. Je pense que dans l'esprit de beaucoup d'Européens, la part de la politique étrangère de Donald Trump qui était due à la personnalité un peu fantasque du milliardaire, ce n'était pas très clair. Aujourd'hui, on sait que cette part, elle est assez minime et qu'on a assisté à un recentrement très clair de la politique étrangère sur des intérêts stratégiques qui se sont rétrécis et qui ont changé. Le deuxième point sur les relations avec les États-Unis, c'est que même s'il n'y a pas un désengagement en Europe, en tout cas pas pour l'instant, il y a un désengagement des États-Unis d'autres parties du globe et que ça nous pose des problèmes. Regardez l'Afghanistan, ce n'est pas l'Europe centrale, on n'abandonne pas l'Europe centrale, n'empêche que ça a mis… Qui est-ce qui a le plus fortement réagi à la débâcle de Kaboul? C'est les Anglais et c'est les Allemands. Et aujourd'hui, toute l'Europe est traumatisée, peut-être de manière un peu artificielle ou en tout cas de manière un peu extrême sur la problématique migratoire qui va suivre la question afghane. Donc, c'est leur désengagement, mais c'est notre problème. Et donc, par rapport à ça, les Européens doivent se poser la question, un, de ce qu'ils veulent faire ensemble. Est-ce que c'est la fin des guerres expéditionnaires? Est-ce que la CSDP a encore un sens? Et deux, il faut qu'on se donne les moyens d'atteindre cet objectif. Merci beaucoup.
Merci, Edouard. Donc, si je suis le plan de notre année stratégique, excusez-moi, je vais céder la parole tout de suite à Marie-Cécile pour nous faire un point sur les États-Unis. Justement, la transition est toute trouvée. Merci. Merci, Sylvie. Bonsoir à toutes et à tous. Tellement de choses à dire sur les États-Unis qu'on va essayer de sélectionner certains points. Alors, la priorité de Joe Biden quand il arrive au pouvoir, en début d'année 2021, en janvier 2021, c'est très clairement des enjeux de politique intérieure. Le premier, c'est la Covid, bien sûr. Et là, en ce moment, ça marque un petit peu le pas. La stratégie de vaccination, la stratégie de lutte contre cette pandémie, après des mois de succès très important, bien depuis quelques semaines, dans l'été, ça marque un petit peu le pas. Et ça joue aussi sur sa popularité en négatif. La popularité de Joe Biden est toujours au-dessus de 50%, mais elle a faibli sensiblement ces dernières semaines, ces derniers mois, non pas à cause du retrait d'Afghanistan, au contraire, je pense que les enquêtes d'opinion montrent plutôt que justement l'opinion publique américaine est plutôt satisfaite du retrait d'Afghanistan. Je reparlerai brièvement de l'Afghanistan tout à l'heure, mais c'est une guerre dans laquelle, si on ajoute l'Irak, de très très nombreux Américains ont perdu un proche ou connaissent quelqu'un qui a perdu un proche. C'est un coût humain énorme, un coût psychologique dévastateur. Ça rappelle aussi les sombres années du Vietnam, sans parler du coût financier dont les Américains sont tout à fait conscients, ce que ça a coûté au budget fédéral. Donc, quand il arrive au pouvoir, Biden, évidemment, il a été rattrapé par la politique étrangère, mais il veut se concentrer sur la politique intérieure. Donc, il y a la Covid. Il y a aussi les énormes plans de relance qu'il est en train de faire voter. Le deuxième, un grand plan sur les infrastructures est en train d'être approuvé. Donc là, on parle en milliers de milliards de dollars. C'est des sommes considérables qu'on a du mal à se représenter de manière abstraite. Et le plan sur les infrastructures qui comprend un certain nombre de points sur la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre les inégalités sociales, raciales, etc., eh bien, très probablement est en train d'obtenir de faire l'objet d'un accord bipartisan entre les démocrates et les républicains, ce qui est quand même une très grande victoire pour Biden. Alors évidemment, c'est amputé d'un certain nombre de choses, et l'aile gauche du Parti démocrate, notamment à la Chambre, les Alexandria Ocasio-Cortez et autres, et Bernie Sanders au Sénat par ailleurs, lui reprochent d'avoir perdu dans cette ambition, mais c'était le prix à payer pour obtenir un accord bipartisan avec les républicains. Et ça c'est quand même une très grande victoire pour Biden, qui avait à cœur de réconcilier un pays, une nation qui est extrêmement polarisée, extrêmement divisée. Je ne reviens pas là-dessus, c'est très connu. Et puis, une autre grande priorité en matière de politique intérieure, c'est la défense de la démocratie. Et la démocratie est très fortement attaquée aux États-Unis. En plus, ça fait des émules à l'étranger, y compris de ce côté-ci de l'Atlantique, les attaques contre la démocratie. Le 6 janvier dernier, on l'a tous dans les mémoires, et des procès qui commencent à se tenir, des poursuites judiciaires qui se concrétisent contre la tentative d'insurrection à l'encontre du Capitole, au Capitole. Et d'autres choses dont on parle assez peu en France, mais qui sont des attaques contre la démocratie extrêmement préoccupantes, c'est la réduction de l'accès au vote, la limitation d'accès au vote dans un certain nombre d'États fédérés, Géorgie, Texas et autres, où, comme par hasard, les minorités raciales, comme par hasard les Noirs, les Latinos, les jeunes, les populations les plus défavorisées, se voient indirectement imposer de nouvelles contraintes d'accès aux urnes dans des États conservateurs. Donc, par exemple, limitation drastique du vote par correspondance, interdiction, voire limitation drastique du vote par anticipation, criminalisation du fait d'aider en apportant une bouteille d'eau à des gens qui font la queue, qui sont dans les queues le jour du vote, ou dans les jours précédant le vote, dans le vote anticipé. Bref, pour limiter l'accès de certaines populations au vote. Et ça, c'est permis dans la loi par une décision de la Cour suprême il y a quelques années, qui revient sur des dispositions visant à lutter contre la discrimination raciale d'accès au vote de 1965. Donc ça, c'est des préoccupations intérieures très importantes pour l'administration Biden. Il n'empêche évidemment qu'il a été rattrapé par les enjeux de politique internationale. L'Afghanistan, ça a été dit, je dirai un petit mot tout à l'heure, mais on va dire que l'objectif de Biden, c'était de tourner la page Trump, non pas en rompant avec tout ce qui avait été
mise en place notamment dans la relation avec la Chine, notamment dans le fait de vouloir la fin des guerres sans fin. Ça a été dit tout à l'heure. Sans rompre avec tout, mais en tout cas en rupture sur la méthode et sur le ton. On passe de l'insulte à la fermeté, ce qui a pour objectif de restaurer la confiance avec les alliés traditionnels de l'Amérique, alors que Trump était plutôt dans la volonté de plaire et de restaurer ou de mettre en place des liens plus favorables avec plutôt des dictatures, voire des ennemis de l'Amérique. La stratégie de Biden en matière de politique étrangère, on pourrait dire qu'elle repose sur 4 piliers. Le premier, c'est le volontarisme. America is back, etc., le volontarisme. Le deuxième, c'est restaurer l'image, je l'ai dit, des États-Unis à l'international auprès des alliés. Le troisième, un multilatéralisme modéré qui a ses limites. On l'a vu avec notamment le retrait décidé unilatéralement d'Afghanistan. Et le quatrième, prendre le lead, donc être dans un multilatéralisme modéré, mais en prenant le lead, voire en reprenant le lead, notamment sur la Chine, sur les questions de gestion de la pandémie, et aussi reprendre le lead ou même réaffirmer un lead en matière d'économie mondiale, donc prendre le lead sur la reprise économique dans le monde, dans un monde post-Covid. Alors, il y a la volonté de revenir dans un certain nombre d'alliances, de revenir dans un certain nombre de coopérations, donc le retour dans l'OMS, le fait de vouloir aussi créer une taxe contre les une taxe dont que paieraient les grandes multinationales sur notamment qu'on peut appeler la taxe GAFAM dans le cadre de l'OCDE, les négociations qui ont été menées par la secrétaire au Trésor. Et puis, dans la question de prendre le lead et de poursuivre finalement ce qu'avait fait Trump par rapport à la Chine, c'est instaurer ce que lui, il appelle une concurrence stratégique sur les questions d'intelligence artificielle, sur les questions de gestion de données et de plus se laisser damer le pion par la Chine sur les questions de santé avec finalement la diplomatie du masque qui avait fait de la Chine un peu un leader en matière de lutte contre la Covid l'année dernière. Et là, les États-Unis semblent quand même repartir devant avec le fait que, par exemple, les trois des grands vaccins qui circulent dans le monde sont des vaccins américains. Et sur la question des vaccins, la Chine n'a pas tellement marqué des points, on va dire. Donc, rapidement, les points noirs qui subsistent, les grandes interrogations qui subsistent dans la stratégie de politique étrangère de Biden, la question de l'extraterritorialité du droit américain par rapport quand on parle de multilatéralisme et de restaurer les alliances avec les alliés traditionnels de l'Amérique, notamment les démocraties européennes. Cette question n'est toujours pas tranchée. Elle ne sera probablement pas dans les mois, dans les années à venir. Le fait que le droit américain s'applique en dehors des frontières des États-Unis, ça a été vu, on avait vu ça sur la question iranienne, il y a très peu de chances que ça change. La valorisation et la défense de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, c'est très bien de parler de ça et de dire les États-Unis veulent redevenir la force du bien, mais quand on voit que finalement les États-Unis, alors là c'est plutôt du côté des conservateurs, exportent le complotisme, exportent les attaques contre la démocratie et les valeurs démocratiques à l'extérieur de leurs frontières, font des émules, y compris dans notre pays, sur tout ce qui peut menacer les fondements d'une démocratie, eh bien, c'est un soft power négatif, mais c'est un soft power contre lequel Biden a un petit peu du mal à lutter. Et puis, un petit point sur l'Iran. Récemment, Téhéran a réaffirmé qu'il était dans une volonté de dialogue, de coopération avec, disons, de dialogue avec les États-Unis sur la question du nucléaire, mais Téhéran est sorti renforcé des années Trump parce qu'il a enrichi à nouveau son nucléaire, son uranium à visée nucléaire, et qu'il refuse aujourd'hui de négocier sous la pression. Donc revenir aux accords de Vienne de 2015, c'est une tâche qui s'avère difficile. Et dernier point, moi je ne parlerai pas de l'Afghanistan, mais peut-être il y aura des questions tout à l'heure. Dernier point, la Chine, ce week-end, a réaffirmé qu'elle était
favorable à des négociations avec les États-Unis sur les questions climatiques, comme ça avait été le cas au moment de l'ère Obama, mais qu'il n'était pas question de négocier là non plus sous la pression. Ça a été dit à John Kerry ce week-end. Et donc, vouloir être le leader, vouloir être de nouveau le leader d'un monde de plus en plus complexe, de plus en plus changeant, c'est très bien. Encore faut-il avoir la stratégie, les outils pour le faire et tenir compte des réalités locales. Et je finis là-dessus, Biden a été élu, c'est targué pendant sa campagne électorale d'avoir une très grande expérience en matière de politique étrangère. Quand il était sénateur, puis quand il a été vice-président d'Obama, il sera jugé aussi sur cette capacité à restaurer un leadership, à restaurer la confiance. Et là-dessus, on va suivre ça avec intérêt. On va suivre aussi les cérémonies du 11 septembre. Quel storytelling les Américains vont choisir samedi pour commémorer les attentats du 11 septembre. Ça va être intéressant de voir ça. Merci. Merci Marie-Cécile. Nous continuons notre tour du monde avec l'Amérique latine et Christophe Ventura. À toi, Christophe. Merci Sylvie. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, je ne peux que me joindre à ce qui a été dit avant sur le plaisir de vous retrouver dans une réunion en vrai, quoi. Tout simplement, sans faire insulte aux centaines de personnes qui nous suivent ce soir sur Zoom, et je sais qu'elles aimeraient certainement être avec nous dans la salle. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Alors moi, cette année, dans l'année stratégique, j'ai tenté d'écrire une contribution qui s'appelle l'Amérique latine au défi de sa reconstruction, à partir, dans l'idée de dresser un bilan de la crise sanitaire en Amérique latine. Vous savez que l'Amérique latine est encore, à ce jour d'ailleurs, la région du monde qui est la plus frappée par cette pandémie mondiale. Alors, les chiffres ont déjà évolué depuis l'écriture de l'article, mais enfin, aujourd'hui, on a plus de 45 millions de cas officiellement, en tout cas en Amérique latine, et puis un peu plus de 1 million ou autour de 1,5 million de personnes mortes sur les 4,5, pardon, ou un peu plus au niveau planétaire. L'idée, c'est de dresser ce bilan un petit peu triste, un peu cliniquement, de cette pandémie en Amérique latine. Et puis, à partir de ce bilan, eh bien, d'en comprendre, ou en tout cas d'identifier, un certain nombre d'hypothèses ou d'incidences même sur le plan géopolitique, politique et géopolitique pour la région. Alors, c'est un peu ça qu'essaye de faire cette contribution. Et pour le faire, il y a un fil rouge, un fil d'Ariane, qui est le suivant. C'est que, pour résumer, on peut dire que au moment où on se parle, en tout cas fin 2020-2021, eh bien, cette pandémie de coronavirus a produit déjà des effets assez importants dans la région, comme ailleurs d'ailleurs. Ces effets, c'est qu'ils sont venus s'adosser, elle est venue s'adosser sur des fragilités structurelles, des tendances économiques, géopolitiques déjà assez lourdes pour cette région depuis, j'ai envie de dire, quasiment la crise internationale financière de 2008. Donc déjà, la région était aux prises avec les conséquences de tout ça, et la pandémie est venue, au-delà de sa dimension sanitaire, alourdir, exacerber les tendances et les fragilités et les vulnérabilités régionales dans tous les secteurs. Eh bien, aujourd'hui, on peut parler d'une véritable déflagration socio-économique en Amérique latine, et c'est ça qui doit, à mon avis, retenir l'attention, parce que à partir de cette, disons, conscience de cette déflagration socio-économique, je ne vais pas là vous expliquer, vous trouverez dans l'année stratégique, mais enfin, en gros, en termes de retour de la pauvreté, d'explosion des inégalités sociales, de retour même de problèmes de faim en Amérique, de faim, des problématiques qui avaient disparu dans la région depuis le début des années 2000, etc., l'informalité, l'emploi, enfin tout ce qu'on peut imaginer, les trafics, la criminalité qui se nourrit de tout cela et qui le nourrit en retour. Bref, si vous voulez, la déflagration est quand même vraiment assez nucléaire, j'ai envie de dire, si vous me permettez l'expression, en Amérique latine. Je vous donne qu'un seul chiffre pour ne pas vous écraser, mais entre 2019 et 2021, c'est plus de 45 millions de personnes qui ont sombré dans la pauvreté dure en Amérique latine, et plus de 60 millions, c'est quasiment la population française, un peu moins, plus de 60 millions qui ont connu, pour ce qu'on peut les mesurer, des situations de déclassement économique. Et ça ne touche pas simplement les pauvres ou les plus vulnérables, ça touche aussi, ça nous intéressera sur le plan politique, disons les classes moyennes
moyennes, comme on dit, si on veut bien les définir, ou même les classes un peu plus supérieures. Donc, c'est qu'un chiffre parmi tant d'autres. Mais cette déflagration économique et sociale, eh bien, elle produit tout un tas de tensions, de distorsions même des scénarios politiques en Amérique latine. C'est ça qui est en train de se passer. Et des distorsions qui sont indéterminées, qu'on ne peut pas vraiment anticiper, mais qui produisent des phénomènes qu'on peut commencer à lire. Et c'est un peu ça que j'essaye de développer dans le papier. La déflagration socio-économique, elle a abouti à quoi dans la région? Elle aboutit, à une augmentation très forte du risque socio-politique, c'est ce que un peu je viens de dire, avec comme corollaire aussi des dynamiques de, comment dirais-je, de crise qui s'aiguisent des États, des structures, des appareils étatiques latino-américains. Les États latino-américains aujourd'hui, alors bien sûr dans des situations différentes selon qu'on parle de Cuba ou du Chili ou du Mexique ou de la Bolivie. Bien sûr, chaque cas est à prendre de manière distincte, mais il y a une tendance de fond, c'est que les États latino-américains, qui sont déjà des États en général assez fragiles, eh bien, se retrouvent dans des situations d'abord d'endettement qui sont des situations d'endettement monumentales à l'échelle des pays latino-américains. Ce n'est pas nouveau, c'est une problématique permanente dans la région, mais aujourd'hui, ce sont les États du monde en développement, comme on dit pudiquement, qui sont les plus endettés aujourd'hui, même si leur niveau d'endettement est bien plus bas que celui des pays européens par ailleurs. Mais la question pour des États dits périphériques ou subalternes dans l'ordre international, c'est que quels sont leurs moyens et leurs marges de manœuvre de renflouement, de reconstitution, de capacité financière pour mener à bien tout simplement payer les fonctionnaires, éviter les phénomènes ou limiter les phénomènes de corruption dans les services publics, de continuer à développer ou à maintenir ces services publics, etc. etc. Les États latino-américains sont frappés, enfin la crise du coronavirus a poussé les États latino-américains dans une dynamique, alors un peu schématique que je décris et peut-être un petit peu excessive, je dirais, de décomposition. Le mot est un peu fort, j'en conviens, mais c'est pour faire comprendre un peu ce que je veux dire. Il y a dans tous les États latino-américains ces problématiques et qui posent une question non seulement à eux, mais à l'ensemble de la communauté internationale, c'est quels sont les moyens de refinancement d'économies qui sont à reconstruire. Et en Amérique latine, c'est cette question-là qui fait les débats aujourd'hui et c'est une résultante directe, disons, de cette déflagration, de ce risque sociopolitique que nous avons vu à l'œuvre en Amérique latine. Encore il y a quelques semaines en arrière ou quelques mois, souvenons-nous des contestations sociales puissantes qui se sont déroulées en Colombie, par exemple, qui est pourtant encore en plein Covid, la Colombie. Là, il n'y a pas de vague en Amérique latine, c'est non-stop. La région est sous Covid, si j'ose dire. Donc, il y a eu pourtant des mobilisations sociales très fortes. On l'a vu à Cuba il n'y a pas très longtemps aussi. Donc, pour vous donner deux exemples de régimes politiques et de sociétés totalement différents, pour ne pas dire antagoniques, et pourtant, on trouve ces tendances-là à l'œuvre. C'est ça qui pousse dans les sociétés latino-américaines et qui va poser beaucoup de problèmes, à mon sens, aux États, surtout dans une région qui va connaître une forte intensité électorale en 2021, avec 3 élections présidentielles là, au dernier trimestre à venir au Chili, au Brésil, au Chili, au Costa Rica, et il m'en manque un, bien sûr. Bref, là, et la Colombie, voilà, merci, dont je venais de parler. Et puis 2022, 2023, 2024, je ne vous égrène pas la liste, mais il va y avoir encore des élections quasiment dans la moitié des pays latino-américains. Donc voilà dans quelle marmite, si vous voulez, la Covid plonge la région. Dernier mot, parce que le temps passe vite, j'ai parlé d'incidence géopolitique. Là, on a vu la situation politique. La situation politique et les crises politiques et des États latino-américains sont en train de produire aussi des effets géopolitiques. Et là, je crois que d'un côté, on peut voir l'Amérique latine comme une région qui est en train de se remarginaliser au niveau du champ des relations internationales. C'est vrai, et on peut le voir comme ça, mais on peut aussi en miroir voir dans cette marginalisation une région dans laquelle, par ailleurs, et en même temps, comme dirait l'autre, eh bien, sont en train de se dessiner des tendances qui, à mon sens, là aussi, doivent intéresser au-delà des latino-américanistes, parce que quelles sont ces tendances? C'est qu'on voit en Amérique latine se dessiner partout, et quels que soient les régimes politiques de droite, d'extrême droite ou de gauche en Amérique latine, des réponses sociopolitiques à cette crise qui sont globalement, du côté des sociétés, des mouvements sociaux qui se multiplient et qui se radicalisent dans leurs revendications et dans leurs actions, dans leur mode d'action. On voit ça beaucoup en Amérique latine qui surgit. Et de l'autre côté, au niveau du champ politique et des États, donc, des poussées d'autoritarisme qui prennent des formes tout à fait différentes selon que nous parlions du Brésil, que nous parlions dont demain, d'ailleurs, les partisans de Bolsonaro appellent à une marche contre le Congrès, vous savez peut-être, la Cour suprême, pardon, demain au Brésil, il faudra suivre ça, que ce soit à Cuba, au Venezuela, en Colombie, que ce soit au Salvador. L'actualité nous en donne encore un exemple, puisque le président Bukele vient d'obtenir
que la Cour suprême l'autorise à se représenter de manière indéfinie à la présidence, ce que ne permet pas la constitution salvadorienne. On a des poussées comme ça autoritaires, de régimes de type autoritaire qu'on ne sait pas bien définir. On les appelle populistes en général parce qu'on ne sait pas dire autre chose, mais c'est ça qui est en train de se passer. Et je conclue avec ça. Dans certaines circonstances, et ça va avec d'ailleurs des situations où face à la crise et à l'impossibilité des classes dirigeantes à solutionner la crise économique du capitalisme mondialisé, plus la crise sanitaire, etc., qui s'entremêlent, eh bien des réponses aussi de formes de militarisation en fait, des rapports sociaux en Amérique latine, là aussi sous des formes très différentes, mais qui sont en train de montrer leur visage en Amérique latine. Et à mon avis, ces tendances-là, qui sont directement géopolitiques, elles, sont à mesurer parce que ça va se reproduire dans beaucoup d'autres pays, à mon sens, et qui ne seront pas que seulement latino-américains. Donc voilà, en gros, j'essaye de traiter dans cette contribution. Vous trouverez aussi des cartes faites par l'équipe de l'IRIS qui agrémentent tout ça sur les conséquences sanitaires et économiques de la crise sanitaire. Merci. Merci Christophe. Alors on termine notre tour du monde en Afrique. Caroline, à toi. Alors, bonsoir à tous. Je me joins évidemment à toute l'équipe. Je suis bien évidemment ravie de vous retrouver toutes et tous en présentiel. Alors, un petit peu comme d'habitude, on termine par l'Afrique. On est le continent qui passons toujours en dernier. Alors, bien évidemment, je n'en tiendrai rigueur à personne. Alors, cette année, je souhaite me concentrer sur 4 points. La démocratie et les droits de l'homme qui semblent profondément en berne, notamment en Afrique subsaharienne. Dans un deuxième temps, je reviendrai un petit peu sur le Covid et son impact sociopolitique et socio-économique. Dans un troisième temps, alors je sais, j'ai un côté un petit peu universitaire, j'espère que vous me le pardonnerez. Dans un troisième temps, je reviendrai sur la relation entre la France et l'Afrique, ou l'Afrique et la France, puisque aujourd'hui, c'est plutôt à la mode et surtout à la veille du nouveau sommet Afrique-France. Et enfin, je terminerai sur les germes d'un combat qui est plus souterrain, moins visible, mais qui pourrait donner du fil à retordre aux afro-pessimistes et qui veulent toujours voir que le continent africain est en train de perdre. Voilà un petit peu le programme. Alors, je vais être quand même rapide parce que je sais que d'autres de mes collègues souhaitent intervenir également. Alors, en ce qui concerne la démocratie en Afrique, cette année, il s'avère qu'il y a eu beaucoup d'élections présidentielles notamment. On a pu observer que finalement, le terme qui s'est imposé, c'est celui de la stabilité. C'est presque devenu un leitmotiv, la stabilité, à savoir la continuité ou le chaos. Et en ce sens, on a pu assister dans plusieurs pays à des révisions constitutionnelles, pour ne citer que la Côte d'Ivoire, la Guinée ou le Tchad. Bien évidemment, on a vu que ces systèmes étaient écuélés et qu'ils sont en train de s'effriter. Hier, on a assisté donc un putsch en Guinée. On ne sait pas encore, bien évidemment, de quoi l'avenir de ce pays sera fait, mais on voit bien que cet argument de stabilité qui finalement a satisfait la communauté internationale qui est peu intervenue, eh bien, s'avère un argument cache-misère. Sur le plan du Covid-19, on peut observer que c'est un bilan sanitaire qui est encore contrasté. L'Afrique et notamment l'Afrique subsaharienne a globalement été assez peu touchée par la Covid-19 dans la mesure où c'est une population plus jeune. À un moment donné, on a cru que c'était l'hydroxychloroquine. On a vu que Didier Raoult finalement avait été remisé dans ses pénates, pour être poli. Et finalement, c'est peut-être aussi le fait que l'Afrique soit moins insérée à la mondialisation qui, dans un premier temps, a pu la protéger de la première vague de Covid-19. Bien évidemment, nous sommes en train d'observer des évolutions avec l'apparition de différents variants, le variant sud-africain, le variant Delta, et nous sommes tout à fait conscients que les chiffres que nous avons à notre connaissance ne sont pas les chiffres exacts en Afrique.
Voilà. Sur le plan socio-politique et socio-économique, il faut comprendre que cette période de pandémie qui est loin d'être terminée, puisque un certain nombre de pays sont en sursaturation et ne peuvent pas donc prendre en charge les patients, eh bien, les bilans socio-économiques et sociopolitiques se font déjà ressentir. Sur le plan socio-économique, eh bien, on a vu un certain nombre de crises émerger. Par exemple, au Nigeria, certains qui ne pouvaient plus nourrir leur famille, eh bien, ont essayé de braver le couvre-feu et le confinement pour aller travailler et se sont fait tuer à bout portant. On a vu d'autres manifestations comme celle des casseroles au Gabon, ou plus récemment, enfin, ou en tout cas celle qui a peut-être eu le plus d'impact, eh bien, les manifestations à partir de juin 2020 au Mali, et qui a pu peut-être qui a entraîné le départ d'Ibeka. Voilà. Alors, en ce qui concerne la relation France-Afrique, je suis désolée, il m'est demandé d'aller très, très rapidement. On voit bien que la relation est en train de se tendre. La France vient d'annoncer, en tout cas par la voix de son président, qui est Emmanuel Macron, le départ du Sahel avec un redimensionnement de Barkhane. Nous pourrons en parler plus en profondeur si bien évidemment cela vous intéresse, puisque aujourd'hui, il est difficile de penser au Sahel sans penser à ce qui vient de se passer en Afghanistan, et comment justement penser les différentes étapes du retrait de la France en évitant peut-être certaines images telles que celles auxquelles nous avons assisté cet été. Voilà. En dépit de ce bilan qui est extrêmement contrasté et présenté à marche très rapide, je voudrais quand même un peu tordre le cou aux afro-pessimistes. Oui, on voit bien qu'il y a des difficultés. Oui, il y a du terrorisme en Afrique. Oui, il y a des problèmes démocratiques. Oui, il y a de nombreuses difficultés économiques. Mais il ne faut pas rester qu'au niveau macro. Il faut regarder aussi au niveau micro un certain nombre de dynamiques qui sont en train de se mettre en place justement pour changer ces rapports-là. Je pense par exemple à l'OPEP du cacao mise en place par la Côte d'Ivoire et le Ghana pour ne plus dépendre des bourses de matières premières étrangères. Le président Tshisekedi est engagé dans la même voie. Je pense également au courage des lanceurs d'alerte qui, au prix de leur vie, dénoncent des blanchiments ou des tentatives de corruption. Donc, oui, je finirai par cette phrase en citant Carlos Lopez, peut-être que l'Afrique demain sera le centre du monde. Merci Caroline, et pour te rassurer sur la place qu'on accorde à l'Afrique, tu auras noté que dans l'année stratégique, les chapitres économie et environnement sont les deux derniers. Bon, c'est vrai que ce sont des questions tout à fait secondaires. Alors je cède tout de suite la place à Jean-Pierre Molny sur les enjeux militaires. Donc, je viens juste avant, mais je pense qu'avec moi, on espère tout de suite que je ne ferai que 2 minutes sur le sujet pour laisser de la place aux autres. C'est pas facile cette année. Non, ce que j'ai écrit dans l'année stratégique cette année, c'est qu'on avait en fait plusieurs champs de conflictualité qui se trouvaient sur des niveaux totalement différents et qui peuvent... je vais essayer de parler plus fort, ouais. Voilà, dans le micro, je pense que c'est ça la bonne réponse. Qu'on avait des champs de conflictualité différents qui se situaient à des niveaux différents. Et c'est vrai qu'à un moment, parfois, on se pose la question, mais ces champs de conflictualité disjoints, est-ce qu'ils se rejoignent? Je pense qu'ils peuvent se rejoindre, mais ce n'est pas si évident que ça. Bon, je vais essayer de traiter quand même rapidement la question des... ce qu'on appelle des conflits de contre-insurrection et de l'échec des conflits de contre-insurrection avec l'Afghanistan. Donc, j'en parle effectivement dans l'année stratégique. J'ai fini de l'écrire début juillet et je parlais d'échec avant même qu'on soit au 15 août. Mais il faut bien, au-delà de l'échec, il faut vraiment se poser la question des raisons de l'échec de l'OTAN, des États-Unis et au fond des Européens aussi en Afghanistan. On a quand même un conflit un peu particulier
dans le sens où vous avez un conflit qui s'est déclenché à cause du 11 septembre 2001. Et pour faire le conflit, il est contre Al-Qaïda. Sauf que les talibans, qui étaient au pouvoir à Kaboul à cette époque-là, donc avaient abrité Al-Qaïda comme base arrière. Et donc, dès le début, vous avez un problème de confusion des objectifs politiques et militaires en Afghanistan qui vont en fait conduire à l'échec. Et quand vous faites une opération militaire, vous devez toujours vous poser la question, mais quels sont mes objectifs militaires et quels sont mes objectifs politiques? Et cette confusion va faire que dans cette lutte contre terroristes, de fait, l'OTAN, les Américains vont se retrouver aux côtés du pouvoir en place contre les talibans. Mais en réalité, la lecture que les Afghans font eux-mêmes de la situation, ce n'est pas celle-là. C'est tout simplement un problème de gouvernance interne, de lutte on va dire, je ne vais pas dire de faction, parce qu'en plus, on a un État qui n'est pas un État unitaire en Afghanistan. C'est quand même très, très, très particulier. Et de toute façon, l'OTAN, les Américains se retrouvent aux côtés d'une des parties et contre l'autre. Donc, pour les talibans, pour les Américains, les talibans sont les ennemis, de fait, et vice-versa. On a parlé tout à l'heure de Barack Obama en 2008. Il faut bien savoir que Barack Obama, en 2008, il est élu sur le fait qu'il retire les troupes américaines d'Irak. Il fait un grand discours sur le désarmement nucléaire à Prague en avril 2009. Et puis, il a la question de l'Afghanistan. Et là, il y a une espèce de deal qui se met en place où il se dit non, je ne peux pas faire comme pour l'Irak, je suis obligé de rester en Afghanistan. Mais il ne faut pas oublier comment ça s'est passé à cette époque-là. Ce qu'on a appelé le surge, c'est-à-dire 40 000 hommes de troupes de plus en Afghanistan, 40 000 Américains de plus, l'armée américaine, elle demandait 400 000. C'est 500 000 hommes que McChrystal demandait pour vaincre les talibans. Et vous imaginez bien que personne n'était prêt à accepter ça, à commencer par Barack Obama, et donc il a accepté 40 000. Et on savait, en fait, dès cette époque-là, que le conflit était perdu. Et la véritable défaite d'Afghanistan, elle n'est pas en 2021, elle est en 2014, puisque c'est en 2014 que l'opération ISAF s'achève. Il n'y a plus qu'une opération à ce moment-là qui s'appelle Resolute Support, qui est une mission de formation de l'armée afghane pour pouvoir lutter contre les talibans. Voilà. Et donc, après, tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est tout simplement le fait que personne aux États-Unis, et quand je dis personne, pas plus Joe Biden que Donald Trump, n'était prêt à accepter, et surtout que les électeurs américains étaient prêts à accepter que des Américains soient encore en Afghanistan. Les risques à la limite de perte en vie humaine étaient limités, mais tout ça avait un coût. Il ne faut pas oublier que tout ça a coûté 1 000 milliards de dollars, tout ça pour rien. Et je pense que les Européens, les demandes des Européens, la décision était prise de la part des Américains et rien, absolument rien, ne pouvait les faire changer d'avis. Voilà. Et donc, on en est arrivé à ce qui s'est passé à la fin août. Bon, ça, c'est le premier champ de conflictualité. Et le paradoxe, c'est en fait, c'est que ce n'est pas de la haute intensité, ces conflits-là. Oui, j'ai bien vu. C'est pas, je n'ai pas mes lunettes, mais je sais lire. C'est pas de la haute intensité, ces conflits-là. Et donc, le paradoxe, c'est que les réflexions actuelles, notamment en France, c'est plutôt sur la question du retour de la haute intensité. Et ça, c'est un peu l'expérience de ce qui s'est passé au Haut-Karabakh et des risques qu'on peut voir poindre éventuellement d'un conflit certes non voulu, mais qui pourrait arriver avec la Russie ou avec un pays intermédiaire. Donc, c'est ce qui explique ce phénomène où on se dit on va devoir avoir des forces conventionnelles plus importantes, des capacités plus importantes, des capacités de renforcement plus importantes avec des risques d'attrition dans les conflits. Donc, type de conflit, au fond, qui n'a rien à voir avec le conflit afghan. Et puis, le troisième champ de la conflictualité, c'est le champ non militaire, mais qui est peut-être le champ
le plus inquiétant aujourd'hui, qui est le champ cyber, et puis ce qu'on commence à appeler le menace dans le champ de la perception, c'est-à-dire toute l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux à des fins de désinformation, de déstabilisation et en fait donc de déstabilisation des régimes. Et peut-être que finalement, les conflits majeurs futurs seront de ce type, avec une première étape, avec donc ces menaces hybrides et ces risques de désinformation qui pourraient ensuite donner lieu à des interventions militaires, mais qui seraient très courtes en fin de période de déstabilisation d'un État. Voilà, j'ai terminé. Merci Jean-Pierre. Ce n'était pas pour te couper, mais je suis sûre qu'il y a plein de questions. Donc, on va laisser le temps aux questions. Alors, je cède tout de suite la parole à Julia pour 5 minutes et pour nous dire si l'environnement cette année a été un enjeu secondaire ou pas. Merci beaucoup. Donc moi, je vais mettre juste en lumière le fait que contrairement aux autres domaines qui ont été abordés jusque-là, d'un point de vue environnemental et climatique, il y a eu une tendance beaucoup plus lente puisque les remous géopolitiques n'ont que très peu de prise finalement sur l'environnement. Donc qu'est-ce que le Covid et la crise de la pandémie ont pu mettre en valeur? C'est qu'il y a des forces d'inertie très fortes au niveau mondial, même si on n'a pas l'impression quand on entend mes collègues. Pendant le confinement, on parlait beaucoup du monde d'après, comme si les choses allaient changer. Or, les choses n'ont pas changé. Le monde d'après n'a pas eu lieu. Les entreprises se sont affirmées être très fortes au niveau international. Les multinationales ont continué leur œuvre. Ce qui a été remis en cause, c'est plutôt que les organisations multilatérales et la gouvernance mondiale se sont montrés plutôt impuissants face à la crise Covid, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour le climat, puisqu'on ne repose que sur la gouvernance internationale pour essayer de freiner le changement climatique. Et la coopération internationale aussi s'est montrée très faible. Il y a eu un retour des frontières important et les États se sont concentrés sur leur population au détriment d'une coopération mondiale. Ce que ça veut dire aussi, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, on a beaucoup parlé de la baisse des émissions de gaz à effet de serre pendant le premier confinement. En fait, il y a eu une baisse de la croissance des émissions. C'est-à-dire qu'on a émis moins, d'accord, mais toujours plus qu'en 2019 et les années précédentes. Le plastique à usage unique, lui, son utilisation s'est complètement démultipliée avec les masques et tous les dispositifs médicaux. Et les pratiques illégales ont prospéré sur le dos des confinements, puisque tout ce qui est déforestation, trafic, etc., se sont multipliés. Donc, il y a eu une compression des horizons temporels. Aujourd'hui, les États, les entreprises se concentrent sur la gestion de crise et la gestion des problèmes sociaux et économiques. Et le climat est passé bien après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut gérer les problèmes à 5, voire 10 ans, mais clairement pas à 20 ou 30 ans. Les allocations pour les différents budgets se sont évidemment reconcentrées sur ces problèmes-là. En parallèle, quand je vous disais que les choses n'ont pas vraiment changé, les pays ont continué à affirmer qu'ils luttaient contre le changement climatique. Donc en 2020, il devait y avoir 2 COP, l'une sur le climat, la COP26 à Glasgow, l'autre sur la biodiversité à Kunming en Chine. Les deux ont été décalés à 2021 et auront lieu en octobre et en novembre, ce qui a permis à beaucoup d'États d'avoir des effets d'annonce, notamment pour annoncer qu'ils allaient essayer d'atteindre une neutralité climatique en 2050. Ça change les choses dans le sens où c'est une affirmation claire de leur volonté de changer leur modèle économique, mais ça ne reste que des effets d'annonce, puisque les gouvernements, dans la plupart des pays qui se sont engagés, ne seront pas à la manœuvre dans 5 ou 10 ans quand il faudra vraiment changer les choses. Donc, c'est des promesses, mais ils mettent ça simplement sur le dos des gouvernements suivants. À côté de ça, et ça va être très rapide, je vais finir sur ça. Donc, finalement, quand on prend du recul d'un point de vue environnemental et biodiversité, on voit que le modèle économique et le modèle de gouvernance mondiale n'ont pas changé. Ça reste la même chose. Et en parallèle, le changement climatique, lui, s'accélère.
On l'a bien senti ces dernières années, les feux de forêt, les méga-feux, les inondations. Pour la première fois, l'Europe est touchée directement par le changement climatique de manière répétée. Donc, il y a une prise de conscience, peut-être, des populations. Le GIEC a sorti son 6e rapport cet été et confirme beaucoup de choses qui étaient annoncées auparavant, c'est-à-dire que l'homme est responsable du changement climatique et on va atteindre 1,5 degré de manière irrémédiable. Aujourd'hui, on est à plus de 1,1 degré, donc l'horizon reste assez court. Et donc, il y a ces espèces de double tendance, c'est-à-dire le temps ralenti de l'économie et des politiques qui, d'un point de vue environnemental, ne s'accélère pas vraiment. Et à côté de ça, le temps du changement climatique qui, lui, s'accélère et qui se compresse dans le sens où on a de moins en moins de temps pour agir et on n'a pas du tout l'envie d'agir visiblement, puisque très peu de choses se font au niveau international pour vraiment freiner le changement climatique. Voilà. Je ne voulais pas vous déprimer, mais peut-être... Voilà. Non, il y a quand même un espoir, c'est que cette prise de conscience qu'une crise peut arriver, c'est généralisé. Personne ne se sent invulnérable. Aujourd'hui, on sait que le système mondial est à la merci d'événements naturels qu'on ne contrôle pas. Voilà, c'est le point positif. Merci Julia. Et donc moi je vais vous parler de 2-3 minutes de l'économie et de la situation économique et je vais peut-être faire le lien directement avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que la plupart des problèmes et des défis qui sont posés à l'humanité post-Covid, qui étaient déjà posés avant mais qui se sont probablement amplifiés et accélérés pendant la crise, ou en tout cas où on a l'impression qu'une opinion publique, une société civile a pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans ce monde et que ça a été extrêmement anxiogène et ça a conduit à faire monter ces préoccupations et donc forcément des politiques qui vont devoir y répondre. La gouvernance mondiale n'est pas au rendez-vous, mais malgré tout, ce qu'on constate, alors reste à voir ce que ça va donner, c'est que ces questions sont montées, alors je parle du changement climatique, je parle aussi des inégalités, je parle aussi du rôle de l'État dans l'économie et du devenir de la mondialisation. Ce sont des préoccupations en fait qui sont tout en haut aujourd'hui de l'agenda des grandes puissances. Et dans grandes puissances, j'entends États-Unis, j'entends Europe, au sens Union européenne et État européen, les deux en même temps, et puis Chine, et avec une espèce, et on le voit sur le climat, avec une espèce de compétition qui se met en route sur ces questions-là, qu'il s'agisse de la responsabilité des économies et de la définition de nouveaux modèles économiques, qu'il s'agit de la lutte contre le changement climatique avec la volonté de devenir neutre en carbone dans des horizons à moyen terme, somme toute, avec presque un jeu entre les pays. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, à ce stade, je serais incapable de vous dire sur quoi ça va déboucher parce que quelque part, on n'a jamais vraiment connu ça, mais ça peut être une alternative à cette faiblesse de la gouvernance. En tout cas, ce qui est sûr d'un point de vue économique, c'est qu'on a longtemps eu, les économistes, l'impression qu'on était dans une crise économique. Or, on s'aperçoit qu'il n'en était rien. Et en fait, il aurait presque mieux valu une crise économique, parce qu'une crise économique, il y a quelque chose qui se casse, il faut réparer. Là, rien ne s'est cassé, et comme ça a été très bien dit par plusieurs d'entre vous et bien souligné par toi, Julia, c'est qu'au fond, quand les contraintes sanitaires s'assouplissaient, on voyait la croissance économique qui repartait de manière quasiment accélérée. On en est aujourd'hui à réviser les prévisions de croissance pour 2021 à la hausse, parce que finalement, le vaccin est arrivé plus vite que prévu et qu'on est sorti de cette pandémie pas encore complètement sorti, mais on semble avoir une plus grande visibilité sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et au fond, les choses se reconstituent et les choses redémarrent très vite. Sauf que on s'aperçoit que la croissance reste, somme toute, l'alpha et l'oméga de toutes les situations économiques, de tous les choix politiques économiques. Par contre,
il y a des éléments qui sont probablement assez notables. C'est l'unanimité qu'a pu faire, ou la quasi-unanimité qu'a pu faire dans cette crise, l'importance de l'intervention publique, avec une sorte de relégitimation de l'interventionnisme public. Petit rappel, j'aime bien rappeler ces chiffres. Le plan de Barack Obama au moment de la crise de 2008, qui paraissait énormissime à l'époque, était de 700 milliards de dollars américains. On va dépasser les soutiens américains à l'économie dans la crise du Covid, vont dépasser les 6 000 milliards. Donc, on est quasiment dans une échelle de 1 à 10. Ça paraissait insurmontable et énormissime en 2008. Ça ne choque personne et ça n'étonne quasiment personne aux États-Unis ou ailleurs dans le monde aujourd'hui. Donc, on est quand même dans un changement de paradigme qui est très important, parce que cette intervention publique, ça pose la question de la mondialisation, de l'évolution des mondialisations, puisqu'il est question du soutien aux économies, il est aussi question de régulation. Ça ne s'est peut-être pas vu. Alors, on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans la rue pour essayer de défendre nos libertés, à tort ou à raison, et je ne suis pas là pour porter un jugement de valeur sur ces combats-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément de réglementations qui ont été mises en place au moment de la crise de la Covid, pas uniquement sur les questions sanitaires, d'ailleurs sur bien d'autres questions, pour protéger nos économies, pour protéger des chaînes de valeur, pour reconstituer des chaînes de valeur, pour protéger les citoyens, pour garantir la sécurité, etc. Et qui sont très clairement une montée en puissance des règles et des contraintes réglementaires, et puis un État qui se veut aujourd'hui un État stratège et un État qui intervient lourdement dans l'économie. Alors, les limites de cela, elles se voient. On parle beaucoup de dette et de la soutenabilité de la dette publique en Europe. Je ne suis pas sûre que ce soit le sujet. Par contre, comme ça a été dit par plusieurs d'entre vous, cette question de la dette va se poser de manière extrêmement forte dans d'autres pays, dans des régions périphériques, parce qu'ils n'ont pas la main sur la politique budgétaire ou sur les politiques monétaires, et donc ils n'auront pas la main sur la pression que va faire peser cette dette sur eux. On n'est pas tout à fait dans la même situation quand on est en Europe, aux États-Unis ou en Chine par rapport à ces questions-là. La question de la spéculation se pose aussi, la question de l'inflation. Et au fond, toutes ces questions, moi, je les pose sur l'interrogation qu'il y a eu, le débat qu'il y a eu sur la réinitialisation. Est-ce qu'on va vers un nouveau modèle économique? Ce qui est peut-être, et pour conclure, pour aller très, très vite, les deux questions qu'il faut se poser quand on s'interroge sur la réinitialisation, c'est vers quel modèle? Quelle alternative à la croissance? Et aujourd'hui, ça reste quand même extrêmement compliqué que de répondre à cette question. Et puis, qui? Et la question du leadership, et ça a été évoqué, c'est bien quand on passe en dernier, c'est que tout le monde a déjà tout dit, donc on peut aller très très vite, mais la question du leadership est très clairement posée aussi dans le domaine économique, puisqu'encore une fois, les défis qui sont les défis du changement climatique, le défi des inégalités, le défi des dépendances et des interdépendances et des chaînes de valeur sont des défis qui sont globaux. Et paradoxalement, aujourd'hui, pour répondre à ces défis, bien, on se retrouve dans un monde qui se replie sur soi, qui se ferme, qui se referme, avec une question qui est posée également, y compris, et qui a des implications économiques, y compris sur le régime politique, avec la remise en cause de la démocratie. Je crois que c'est quand même la première fois depuis un certain temps que la question est posée, y compris dans nos démocraties libérales. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, et j'avais listé quelques risques clés. Les risques climatiques, on l'a dit, le risque de pauvreté, ça a également été dit, la question de l'inflation, et cette question de l'inflation qui questionne aussi sur notre modèle de croissance, et puis la question de la spéculation et des bulles financières. Voilà, je crois qu'il est temps de laisser la place aux questions. Donc, je vais prendre quelques questions dans la salle, et puis j'ai toute une liste de questions qui défile ici des personnes qui sont derrière leur écran à visioconférence. Qui veut la parole? Monsieur, là-bas. On va peut-être prendre 3 questions dans la salle, puis après, je prendrai 3 questions en visio. Alors, madame, monsieur, où sont les micros là? Il y avait le monsieur avec le masque jaune. Et monsieur avec le masque jaune. Ici, j'ai 2 personnes devant après. Merci. Il fonctionne? D'accord. Bonjour. Merci pour ce super exposé, ces super exposés. Ça fait plaisir d'être dans l'amphithéâtre Stéphane Hessel. Je profite pour lui rendre un hommage. Je rassure Caroline, ce n'est pas l'Afrique qui est la dernière région, puisqu'il y en a plein dont on n'a pas parlé. Et donc, je
Je noterai notamment l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. L'Afrique du Nord, ça fait partie de l'Afrique d'ailleurs. Je reconnais le tropisme de Caroline sur l'Afrique subsaharienne, mais je lui rappelle que... Alors, pour parler de cette région, je pense qu'il y a eu des événements très marquants, notamment donc, la normalisation avec Israël. Je crois que c'est un événement marquant, qui a d'ailleurs eu des répercussions sur la relation algéro-marocaine, qui a contribué à dégrader encore plus les relations entre l'Algérie et le Maroc, donc deux pays qui viennent de rompre leurs relations diplomatiques. En plus de l'affaire Pegasus, dont on aurait pu également parler. Pour ce qui est effectivement la poussée de l'autoritarisme que vous avez cité en Amérique latine, on le retrouve également en Afrique du Nord. Et on vient de voir la Tunisie, là maintenant, avec ce qui s'est passé, le coup de force de je vais vous demander de poser votre question, parce que après, on peut aller lire l'année stratégique et vous avez tous les chapitres. On a vraiment fait un tour du monde dans l'année stratégique. C'était un peu compliqué d'avoir tout le monde autour de la table ce soir. Mais si vous avez une question, ce serait génial. D'accord. Donc, je voudrais parler donc la capacité de financement, simplement dire, et je termine simplement par une remarque, je veux dire qu'effectivement, donc je rends la parole. Alors, je suis désolé, j'avais juste des commentaires à faire. Alors, j'avais 2 personnes ici qui souhaitaient poser une question, et puis monsieur dans l'escalier. On va prendre ces 3 questions. Ici, j'avais, voilà. Madame, et après monsieur. Regarde, madame, ici. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, Christine Holzbauer de Mon Air d'Afrique. Alors moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Moldy. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La guerre en Afghanistan, elle a été perdue en 2014. Et je ne vois pas pourquoi on s'acharne, même si les images n'étaient pas belles, comme disait Boniface. Mais moi, ce que je trouvais qui manquait dans votre intervention, évidemment, on se demande... Enfin, si le Sahel va ressembler à l'Afghanistan, cette question est posée. Il me semble que c'est une coquetterie d'intellectuel pour ma part, parce que les situations n'ont absolument rien à voir. Et je voudrais simplement, à un moment donné, qu'on pose la vraie question sur le retrait de Barkhane du Sahel et non pas qu'on fasse des similitudes qui n'ont absolument rien à voir, et comment l'IRIS peut y contribuer. Voilà, c'est ma question. Merci. Monsieur. David Portal, Safran. Est-ce que les frontières vont se réouvrir même si la Covid recule, voire disparaît? Vraie question, je ne suis pas sûre qu'on ait une réponse. Et enfin, j'avais une 3e personne dans l'escalier. On va répondre ensuite très rapidement à ces questions et on prendra des questions des gens qui nous écoutent en visio, puisqu'ils sont aussi présents. Alors, ma question est surtout sur le début de l'intervention. Pourquoi pour la Chine, c'est un échec, son vaccin, étant donné qu'on sait très bien que, par exemple, même en Israël, les vaccins ne marchent pas, ils renouvellent, et même en Europe. Voilà, c'est une question pour savoir pourquoi c'est un échec, le vaccin chinois, étant donné que tous les vaccins n'arrivent pas à endiguer le Covid à l'heure actuelle. Alors, vous aurez noté que Pascal Boniface est parti, donc ne pourra pas répondre à votre question. A priori, il a un taux d'efficacité qui est bien moindre que les autres vaccins. Alors, qui veut commencer sur le Sahel? Caroline, Jean-Pierre? Adjoint. Oh, la question est difficile. Oui, c'est pour ça que tu me la passes. Hein. On est la différence qu'on peut, enfin, la différence qu'on peut voir entre le Sahel et l'Afghanistan. D'abord, ça c'est le début du conflit, c'est pas la même chose, hein, puisque enfin, encore qu'on a quand même une descente de terroristes sur Bamako. Bon, de ce qu'on peut voir de la politique française à l'heure actuelle, c'est la volonté justement d'éviter le scénario afghan. Et la première chose pour éviter le scénario afghan, c'est quand même progressivement de passer la main aux autorités locales. En disant, bon, à un moment, prenez vos questions de sécurité en main. Et ce qui explique que, a priori, il sera mis fin à Barkhane l'année prochaine, hein, c'est ce qu'a annoncé le président de la République, qui aura certainement
et c'est la volonté actuelle, un renforcement de Takuba. Alors Takuba, aujourd'hui, c'est un peu particulier. C'est une opération avec des Européens qui n'est pas dans le cadre de l'Union européenne et qui ressemble fortement, alors je ne sais plus exactement ce que Resolute Support était en Afghanistan, mais en Afghanistan, on a fait la même chose à une époque, c'est-à-dire du soutien à l'armée locale dans les opérations. C'est-à-dire que les militaires n'interviennent pas directement, mais ils sont là en soutien, notamment pour les conseiller sur la façon d'opérer. Takuba, il faut bien voir qu'aujourd'hui, une des problématiques quand même, c'est que Takuba, c'est la zone des 3 frontières au Sahel, pas plus. Comme on dit, c'est à peu près la Bretagne. Et qu'on a quand même, on constate une extension du, je ne vais pas dire du conflit, mais localement, c'est vrai que, alors, comme je suis là, on a l'impression que j'hésite, c'est pas que j'hésite, mais il faut employer les bons termes et j'ai peur de ne pas employer les bons termes. Mais bref, on va dire une islamisation progressive des pays de la région. Après, toutes les questions, c'est de savoir qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Mais peut-être qu'à un moment, c'est quand même aussi aux pays de la région là aussi, de prendre en main à la fois leur sécurité, mais tout simplement leur choix politique, qui n'est pas nécessairement celui qu'on voudrait, mais tant pis. Et après, il va falloir effectivement se poser la question de où sont exactement nos intérêts de sécurité et qu'est-ce qu'il faut défendre et au fond, à quel moment il faut se dire, bon, bah, ça finalement, ce n'est pas directement nos intérêts de sécurité et laissons les gens localement finalement décider de leur choix politique. Je pense que les autorités françaises sont, j'ai le sentiment, parfaitement conscience du risque du scénario afghan, faut pas le nier, que le désengagement progressif de Barkhane, ça correspond déjà à ce sentiment que de toute façon, il n'y a pas nécessairement un soutien de l'opinion publique pour continuer à combattre directement et avoir des risques là aussi de perte de soldats, parce qu'il ne faut pas le nier. Même si là encore, on est dans la basse intensité, on n'est pas dans des conflits de haute intensité. Le problème qu'on a, c'est quand même un problème de gouvernance au niveau du Mali, mais là, c'est Caroline qui répondra certainement bien mieux que moi sur le sujet, parce que il faut également effectivement que les gouvernements, et je dis bien les gouvernements, parce que maintenant, on n'est plus que sur un seul pays. On a le Niger, on a le Burkina Faso, où la situation est très dégradée. On a, si je ne me trompe pas, maintenant de plus en plus le Sénégal et la Côte d'Ivoire également, où la situation est dégradée. Mais bon, là aussi, c'est malgré tout aux populations locales de trouver leur choix. Donc il y a un difficile équilibre à trouver entre ce qu'il faut continuer à faire et ce qu'il faut peut-être commencer à abandonner. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu satisfait à votre question, parce que c'est une question qui est très difficile et j'ai envie de dire, moi je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, je ne suis pas un spécialiste non plus des populations locales, je vois bien l'évolution de la situation militaire, mais après, j'en dirais, c'est conjointement avec Caroline qu'on peut trouver des solutions, mais pas moi tout seul en tout cas. Alors, Caroline, je te laisse en dire un mot. Je complète avec une question de Youssef qui nous est posée en ligne et qui demande s'il y a des liens entre les talibans et les terroristes dans le Sahel, en fait, et s'il y a un risque que les deux crises se répondent mutuellement. Donc, pour répondre à cette première
question, pour l'instant, on n'a pas de renseignements avérés qui permettent effectivement de faire un lien entre ces différents terroristes, enfin entre ces différents groupes plutôt, puisque les talibans, alors je ne suis pas spécialiste de l'Afghanistan, mais hmm oui, voilà, ce sont plutôt des nationaux et donc du coup ça quand même peut avoir avec ce qui se passe au Sahel, même s'il est entendu, et là ce serait extrêmement complexe dans un espace-temps aussi court, de montrer les différents groupes aussi qui évoluent entre AQMI, le IGS, l'État islamique au Grand Sahara, etc. Alors, pour reprendre un petit peu la question de Christine, effectivement, parler de Barkhane en 1 minute 30, c'est presque une gageure, hein, surtout compte tenu du fait que ça fait 8 ans que la France est présente dans la région avec des résultats qui sont plus que mitigés. Plus que mitigé, et on voit bien qu'à un moment donné, se retrouvant dans une question dans une séquence plutôt compliquée et difficile, à savoir la campagne présidentielle. Le président Macron, compte tenu des différentes évolutions, et on l'a bien vu notamment après le sommet de N'Djamena, où il escomptait un certain nombre de résultats, des résultats tangibles comme la capture, ou plutôt la décapitation, pour reprendre ses propres termes, d'un certain nombre de chefs comme Yad Agrali ou Amadou Koufa. Voilà. Bon, il a pris cette décision qui n'était pas tout à fait nouvelle non plus, puisque dès janvier 2021, il avait appelé à un redimensionnement. Alors, c'est vrai que la France ne va pas partir tout de suite, hein, c'est séquencé entre 2022 et 2023. On va retomber à un chiffre de 4 500 hommes en janvier 2022, puis petit à petit, une diminution des effectifs. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 stratégies qui ont été choisies, qui est d'une part la sahélisation du conflit, mais cette sahélisation, elle tarde à se mettre en place, hein. On a bien vu aussi ce qui s'est passé avec le régime d'Idriss Déby, qui avait donc la caution française jusqu'à son décès, et lui qui s'était engagé à déployer 1200 hommes dans la région dite des 3 frontières. Mais déjà, les effectifs sont à la baisse. Alors après, je ne sais pas si cela est à regretter, compte tenu du fait que ce ne sont pas nécessairement des troupes qui sont très sourcilleuses en termes de droits de l'homme. Le deuxième volet, bien évidemment, c'est l'européanisation dont a parlé Jean-Pierre, hein, l'opération Takuba. Alors, l'opération Takuba, qui doit être une opération de moyenne envergure, de 2000 hommes. Pour l'instant, elle tarde à séduire nos alliés européens, de l'Union européenne et de l'Europe, de manière un petit peu plus large, avec des engagements, des désistements, etc. Et des problèmes qui sont peu abordés, mais qui, me semble-t-il, doivent être retenus. Dans quelle langue les gens parleront-ils dans le cadre de cette opération? Et ça, c'est un vrai problème quand on sait qu'il y a plus d'une dizaine de pays qui sont ou seraient engagés. Voilà. Merci. Alors, sur la question des frontières, j'ai Édouard et Marie-Cécile qui voulaient s'inscrire. Oui, juste pour souligner il me semblait évident que la crise du Covid va continuer à avoir des conséquences sur la fermeture des frontières, bien au-delà de la crise sanitaire. D'une part parce que les frictions aux frontières en interne en Europe en particulier ne datent pas du Covid. On a déjà une remise en cause de l'acquis Schengen avec la crise migratoire de 2015, et puis avec le contexte aussi sécuritaire interne à l'Europe qui a remis en cause un certain nombre de fonctionnements, disons, normal de l'espace Schengen. Et donc, il n'y a pas de raison qu'après la crise Covid, ces 2 risques disparaissent. Et donc, il faut continuer à trouver les moyens de refermer l'espace Schengen. Au-delà de ça, c'est au niveau économique où clairement, on voit aujourd'hui des frictions se rajouter avec la crise du Covid, pour une simple raison, c'est
Je vous prends un exemple tout simple, c'est la multiplication des procédures de contrôle des investissements directs étrangers. Maintenant, à peu près tous les pays au monde font du contrôle des investissements directs étrangers. C'est vrai aussi en Europe. L'enjeu pour les Européens, c'est de réussir à gérer ça au niveau européen pour ne pas fractionner le marché intérieur. On est en train de fractionner l'espace Schengen. Si on fractionne le marché intérieur, là, c'est très grave pour le projet européen lui-même parce que ça reste le cœur, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça reste le cœur du projet européen. Donc, pour l'instant, la Commission européenne a plutôt pas trop mal géré la situation. Il faut voir si, à l'avenir, on arrive à traiter de cette question de la maîtrise des chaînes de valeur au niveau européen. Et donc, on arrive à penser vraiment une stratégie industrielle au niveau européen. Oui, très rapidement sur la question des frontières, une des énormes questions posées par la Covid en général et par la fermeture des frontières en particulier, c'est celle de l'éducation. Évidemment, la circulation des étudiants, la circulation de toutes les personnes qui font de la formation continue, la circulation des modèles d'apprentissage, ça contraint tous les pays du monde à repenser leur stratégie en matière de transmission du savoir. Certains le font de manière particulièrement innovante, y compris dès le plus jeune âge, parce que c'est plus de 1,5 milliard d'enfants qui ont été privés d'école pendant la Covid et des centaines de millions qui n'y retourneront pas, notamment les filles, mais pas simplement. Là, c'est les frontières à l'intérieur des pays, des régions, mais d'une manière générale, ça nous oblige tous et toutes à repenser les questions de transmission du savoir, de nouveaux modèles d'éducation et de formation initiale et continue. Et rien ne sera plus jamais comme avant sur ce terrain-là. Les grands défis sont planétaires et on peut être dans un réflexe, comme tu l'as dit Sylvie, de repli sur soi, de fermeture des frontières, de rejet de l'autre, mais ça ne fonctionnera pas parce que les grandes crises internationales, elles sont devant nous. Et la coopération, le dialogue, le partage d'expériences, nous y sommes tous et toutes contraints. Alors, le temps s'est déjà écoulé. J'ai beaucoup de questions. Vous imaginez même pas en ligne. Mais si je veux en résumer la plupart, la question qui revient derrière toutes ces questions, c'est vraiment la question politique et la question de notre devenir politique, finalement, du monde d'après. À quoi ressemblera-t-il? Quels seront les régimes qui domineront? Et poser la question de la gouvernance mondiale au travers d'une question qui demande est-ce que l'Afghanistan sonne le glas de l'OTAN? Une question sur l'ONU et finalement l'absence de l'ONU ou la quasi-absence. Alors vous allez me dire, mais un certain nombre d'organisations qui étaient en charge de la gestion de cette pandémie étaient des organisations onusiennes, mais c'est vrai que les Nations Unies en tant que telles sont peut-être pas apparues extrêmement discrètes. La question est posée sur ce que dont tu as parlé, Marie-Cécile, le soft power négatif, mais on ne va pas y revenir, c'est tout dans l'année stratégique, et des questions en fait qui constatent à la fois cette reprise en main des États, ce durcissement des États et des politiques publiques, et en même temps le désir de démocratie d'un certain nombre de peuples, et les questions se tournent en particulier sur l'Amérique latine avec Cuba et la manifestation qui a eu lieu en juillet, ou encore une fois le Brésil de Bolsonaro ou de l'après-Bolsonaro, c'est à savoir. Alors comme Julia et Christophe, vous n'avez pas répondu à des questions, je vais vous laisser conclure sur tous ces aspects-là. Merci. Alors peut-être sur la gouvernance internationale, effectivement, elle a été touchée parce qu'elle a démontré qu'elle n'était pas si indispensable que ça à court terme. C'est-à-dire que quand il y a une crise qui frappe directement un État et son économie, le souverain reste quand même le plus efficace. Là où moi j'ai espoir que cette vision des choses change, c'est que cette crise a aussi démontré que la coopération est indispensable pour gérer un problème d'ordre naturel, que ce soit un virus ou autre chose. Et que à la sortie, finalement, peu à peu, là, on est de moins en moins impacté, en tout cas dans certaines parties du monde, par le Covid. On va se rendre compte que la coopération est indispensable à l'intérieur des États, mais aussi au niveau international. Et je pense que quand on aura un peu plus sorti la tête de l'eau, on va se rendre compte que les urgences globales sont les prochains défis et qu'il faudra se fédérer pour y répondre.
Oui, alors bon, c'est tout à fait impossible de répondre à toutes ces questions, à leur profondeur, surtout là tout de suite. Mais bon, ce sont quelques avis comme ça. D'abord, je crois que cette crise est en train de montrer que ni les frontières ni les États n'avaient disparu d'une manière très simple. Au contraire, les frontières sont bien là, les États sont bien là. Et aujourd'hui, l'élément supplémentaire, à mon avis, c'est qu'on voit que sur le plan géopolitique, à la fois la rivalité sino-américaine, mais aussi le déclin relatif de l'hégémonie américaine et occidentale au sens large du terme, provoque aussi une situation où chacun fait un peu ce qu'il veut chez soi maintenant. Je prends un exemple qui n'est pas sur ma zone, mais je prends la Biélorussie, par exemple. Vous voyez, tout le monde sait, n'importe quel d'ailleurs autocrate sait aujourd'hui que les Américains ne vont pas envoyer les Marines demain matin s'il y a un problème ou un geste autoritaire. D'ailleurs, regardez, là je retourne dans ma zone, je vais vous parler du Salvador, qui est quand même un pays centra-américain dont on peut dire sans heurter qu'il est sous perfusion et sous domination intégrale des États-Unis. Pourtant, ça n'a pas empêché M. Bukele de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure et de se contreficher de la réaction du département d'État qu'il a gentiment renvoyé dans ses buts, en leur disant c'est fini le temps où vous, les Américains, vous nous dites ce qu'on doit faire, pas faire, et votre fric, je suis un peu vulgaire, mais c'est ce qu'il a dit, votre argent, vos fonds, vous pouvez vous les garder. Bon, ça, c'est nouveau de la part d'un pays comme le Salvador par rapport à la puissance tutélaire nord-américaine. Ça nous dit des choses, voilà ce qu'on peut dire. Et donc, ça ne crée pas forcément un ordre qui est plus équilibré. Et pour répondre à la question, Sylvie, tu disais les gens vers quel avenir politique on va, il faut regarder les choses lucidement, il faut essayer d'analyser, de comprendre et pas de se laisser emporter trop par ce que ça nous fait ressentir. Mais en tout cas, il faut comprendre. On va vers un monde qui va avoir sa logique, qui va construire des nouvelles logiques, mais qui ne seront pas forcément plus ordonnées. On va vers un monde certainement un peu plus désordonné au niveau international, où il y aura des récurrences de puissance, il y aura des neutralisations aussi de puissance, parce que si les Américains sont en train de décliner relativement, les Chinois, à mon avis, ne pourront pas non plus prétendre, et d'ailleurs souhaitent-le-t-il réellement, avoir une hégémonie du type de celle des Occidentaux pendant un siècle et demi. Ce sera autre chose. On ne sait pas quoi, mais ce ne sera pas la même chose. Donc voilà, pour répondre de manière un petit peu impressionniste, mais quand même, à mon avis, c'est vers ces tendances-là qu'il faut aller voir. Merci beaucoup, mais on a réussi à tenir un temps d'intervenant sur un sujet aussi vaste que balayer toute l'année stratégique 2022. Si vous avez encore des questions et des interrogations, n'hésitez pas à vous procurer, elle est sortie. Vous avez bien plus de réponses que nous avons pu vous en donner, bien plus d'analyses que nous avons pu vous donner ce soir. Donc, n'hésitez pas. C'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que ce n'est qu'une première. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup à nos intervenants et à vous d'avoir été là. Au revoir.